Bonjour, vous écoutez les podcasts de Fidesco. Comme chaque vendredi, on part se confiner 30 minutes à l'autre bout du monde avec des volontaires en mission. Bienvenue dans cette 3e interview confinée. En faisant le point sur les podcasts, je me suis rendu compte que je ne m'étais pas présentée. Alors c'est pas très poli, je dois le reconnaître. Alors je vais rattraper ça tout de suite. Je m'appelle Marine, je suis chargée de communication digitale chez Fidesco. J'ai rejoint l'équipe il y a 1 an, après 1 an de mission au Chili. Et je sais pas vous, mais pour moi le fait d'être obligée à rester chez moi, ça m'a donné encore plus envie de voyager, de partir à l'aventure, de repartir en mission à la découverte des hommes et des femmes du monde. Et c'est là qu'avec Fidesco, on a eu l'idée des podcasts. Et franchement, en tout cas pour moi, ça fait du bien de partir voyager chaque semaine. On perd pas si facilement son caractère baroudeur et missionnaire, et peut-être que c'est la même pour vous. En tout cas, assez parlé de moi. On va passer aux choses sérieuses et plus passionnantes. Je vous emmène dans le pays du continent africain le plus fortement touché par le Covid-19. Est-ce que vous avez trouvé de quel pays il s'agit ? On part en Afrique du Sud. Alors aujourd'hui, on va parler de masques, de handicap, de piscine de boules, de foie, de vie de coloc avec quelqu'un qu'on n'a pas choisi, et puis de nombreuses autres surprises. Et on appelle donc tout de suite Blandine, qui est éducatrice spécialisée, et puis Laure, sa binôme, qui est ergothérapeute. Elles sont toutes les deux en mission à Johannesburg depuis plus d'1 an et demi maintenant. Elles sont parties juste après leurs études, et on les appelle. Allô ? Allô. Bonjour les filles. Bonjour Marine. Comment vas-tu ? Très bien, et vous ? Très bien. Très bien aussi. Vous avez été confinés pendant 2 semaines chez vous sans sortir. Maintenant, vous avez repris le travail. Alors quand on reste chez soi, que ce soit en télétravail ou tout simplement chez soi sans travail, il y a deux teams. La team, le pyjama, ça fait très bien l'affaire toute la journée. Et la team, toujours prêt, toujours nickel et bien habillé. Vous êtes plutôt quel team ? Alors actuellement, en travaillant 1 jour sur 2, on va dire qu'on est team pyjama 1 jour sur 2 et team travail bien habillé 1 jour sur 2. Mais il faut savoir que, pour l'anecdote, un matin, alors que je prenais mon petit déjeuner et que j'étais prête à partir au travail, Blandine est rentrée dans la cuisine et m'a dit « Mais qu'est-ce que tu fais ? T'es encore en pyjama ?» Voilà, donc c'est les petits aléas de la mission. Au bout d'1 an et demi, quand on n'a pas fait de shopping, les habits commencent à ressembler à un pyjama. Donc en fait, notre team pyjama, c'est le jour où on travaille. C'est ça qu'il faut savoir. D'accord. Et les frontières en Afrique du Sud ont été très rapidement fermées. Donc en plus d'être confinés à la maison, vous êtes retrouvés vraiment confinés sur le territoire de manière assez radicale. Ça fait quoi de se retrouver bloqué dans un pays qui n'est pas le sien ? Alors, au début, ça fait un coup, ça fait un peu peur parce que même si on a choisi de rester 2 ans en mission, je pense qu'inconsciemment, on sait qu'on peut rentrer s'il y a un gros problème. Et du coup, là, c'était un peu difficile à l'annonce de la fermeture des frontières. Ça fait peur parce que même si le système de santé est bon, on est française, donc est-ce qu'on sera soigné en cas d'urgence et tout ça, s'il y a trop de monde malade. Et pour nos familles aussi, s'il y a des malades, du coup, on pouvait vraiment... je veux dire, notre famille proche, nos frères et sœurs, nos parents... on pouvait pas aller les voir s'ils étaient malades, donc ça nous fait rechoisir la mission et de rechoisir pourquoi on est là, et puis on habite ici, donc c'est un vrai témoignage aussi parce que nos collègues nous ont envoyé des messages pendant notre quarantaine pour nous demander si on était rentrés, si on allait bien et tout ça, donc c'était beau de leur dire qu'on était toujours ici, qu'on était là pour ça. Effectivement, l'été dernier, il y a une équipe étudiante qui est venue en reportage pour visiter votre lieu de mission et pour nous le faire découvrir en images. Donc pour ceux qui nous écoutent, toutes les vidéos sont disponibles sur la chaîne YouTube de Fidesco et vous pourrez en découvrir davantage sur la mission des filles sur place. Les filles, sur une vidéo, à un moment, on vous voit, en tout cas on voit un des jeunes reporters prendre un bain de boule avec les enfants. Est-ce que c'est toujours possible avec les conditions sanitaires actuelles ? Est-ce qu'on peut toujours prendre un bon bain de boule multicolore ? Non, malheureusement, on peut plus faire ça parce que on évite quand même que les résidents aient trop de contact avec tout le matériel, et nous-mêmes, on évite aussi d'avoir des contacts trop rapprochés avec eux. Il faut savoir qu'au travail, on porte quand même des masques et des gants, voilà, et on essaie de respecter toutes les mesures d'hygiène.
Mais on espère que quand la situation de crise sera passée, on pourra recommencer toutes nos séances avec les résidents. Mais justement, en tant que ergo et d'UXP, c'est quand même, par rapport aux enfants, on voit dans la vidéo, ce sont des métiers de contact. Comment vous réinventez votre métier dans cette mission ? Déjà, on essaye de faire plutôt tout ce qui est urgent dans la mission. Donc, notamment au niveau du positionnement, parce qu'ils sont tous dans des fauteuils roulants. Donc, on essaye de revoir tout le positionnement des résidents. Ensuite, on essaye de faire tout ce qui ne nécessite pas d'être vraiment en contact physique avec les résidents, donc de préparer la suite de la mission pour les futurs volontaires, de transmettre tout ce qu'on a fait ici. Voilà. Et puis ensuite, on a aussi des temps de prière avec les résidents où on va à la chapelle avec eux. Et ensuite, ça nous demande vraiment de respecter les règles d'hygiène, de nettoyer les surfaces avant, puis après, de nous laver les mains, on participe aussi au temps des repas pour aider à les nourrir. Donc là aussi, ça prend plus de temps parce que on essaie d'être bien rigoureuse sur toutes les règles d'hygiène. Et c'est une façon aussi de passer du temps avec les résidents. Et justement, en termes de gestes barrières, en France, le masque, il devient obligatoire. Qu'en est-il chez vous ? Alors, il est obligatoire aussi depuis la semaine dernière. Le président a parlé. Mais malheureusement, au travail, tout le monde ne le porte pas. Donc nous, on le porte toute la journée et on essaie de sensibiliser nos collègues à ça également, de leur expliquer en quoi c'est important, pas seulement pour nous protéger, mais surtout pour protéger les résidents qui, eux, ne peuvent pas porter de masque. On a également cousu beaucoup de masques pour nos collègues parce qu'ils doivent prendre les transports en commun. Ils prennent des taxis qui sont remplis d'une quinzaine de personnes. Donc on a cousu des masques en tissu pour eux. D'accord, donc en mission, vous cousez. Est-ce que vous découvrez aussi d'autres nouveaux talents, des nouvelles ressources avec ce confinement ? Ou alors est-ce que vous lancez des défis particuliers ? On n'a pas tellement découvert de nouveaux talents, mais on essaye de s'amuser et de s'occuper avec des défis cuisine. On a fait un concours cuisine entre nous 4 volontaires. Donc, c'était super sympa. Et puis, tous les jours, on teste de nouvelles recettes aussi. Le soufflé au fromage pour Laure et le vacherin pour Blandine. des cookies vegan ce matin. Ouais, dis donc, bravo. Vous parlez aussi, je crois que c'est toi, Blandine, si je me trompe pas, dans ton rapport de mission, tu lances des défis de confinement. Est-ce que vous les faites, ces défis-là, de casser un œuf avec une seule main et de faire ses lacets avec une seule main ou de manger les yeux bandés dans la peau d'une personne aveugle ? Alors, manger les yeux bandés, oui, je l'ai fait parce que Laure m'avait un peu parlé de ce défi qu'elle avait fait en stage en France. Donc, du coup, j'ai essayé un soir et en fait, c'est vraiment compliqué. Et j'ai découvert que déjà, j'avais aucune notion de quantité dans ce que j'avais mangé. Donc, en fait, j'avais encore faim après une assiette. Et je me suis rendu compte que par la vue, en fait, on savoure beaucoup plus. Et c'est dingue parce qu'on sait ce qu'on mange, en fait, sans l'avoir goûté. Et là, j'étais en train de découvrir des nouvelles saveurs, mais en même temps, c'était très difficile déjà de viser l'assiette et tout ça. Mais en plus d'avoir la sensation de satiété. On vous invite à les faire parce que c'est vraiment marrant et en même temps ça permet de se mettre dans la peau de personnes qui peuvent avoir différents handicaps. Pour ce qui est de lasser ses chaussures, bon courage. Moi j'ai essayé plusieurs fois, j'y suis jamais arrivée. Et casser un œuf, il faut avoir une bonne serpillière après. Ah oui, ça sent les dégâts là. Et justement, alors, j'imagine que ces activités, vous les faites à 2, voire à 4, puisque vous êtes 4 volontaires en mission sur place. Alors, dans la vidéo de l'équipe étudiante qui est venue en reportage, vous parlez de l'importance qu'avait pour vous le fait de partir en binôme. Mais là, vous vous retrouvez vraiment confinés ensemble alors que vous vous êtes pas choisis. Est-ce qu'on finit pas par se détester ou se taper dessus ? Je pense que le confinement ne change pas grand-chose à la relation qu'on a déjà en binôme parce que on l'a choisi avant de partir, mais c'est un choix qu'on repose chaque jour, que ce soit en mission ou que ce soit en confinement. On se déteste autant qu'on s'aime.
On apprend à se demander pardon, ça c'est sûr. On apprend à connaître l'autre. Après le confinement, je pourrais dire qu'on le vivait déjà d'une certaine manière parce qu'on est assez isolés dans notre maison. Même si on connaît un petit peu notre quartier et tout ça, en Afrique du Sud, on est derrière des murs et des fils électriques. Donc déjà, on sort pas de nuit. Donc en fait, finalement, pendant une bonne moitié de l'année, on sort pas beaucoup après le travail. Quand c'est l'hiver, quand il fait nuit, on peut pas sortir, on peut pas marcher. On s'était déjà habitué à un autre rythme aussi, à un rythme plus lent, au fait de pas pouvoir planifier tous nos agendas comme en France. C'est assez marrant parce que j'ai eu plusieurs amis au téléphone qui me disaient « Ah, j'ai eu tel week-end annulé ou telle sortie annulée ». Et moi, je leur disais « Mais finalement, moi ici, rien n'a été annulé parce que tout se vit au jour le jour ». Est-ce que quand même vous n'avez pas découvert en confinement ou bien même avant finalement des trucs bizarres chez l'autre? J'ai découvert que Laure pouvait rester en place pendant plus d'un mois. Honnêtement, je pensais pas qu'elle était capable. Moi, je suis également confinée avec des personnes que j'ai pas choisies. Et je trouve que ce confinement, il nous force, et en fait c'est bon, à plonger dans le mystère de l'amour qui dépasse toutes les limites. On apprend à s'aimer plus profondément, hein, vous le disiez, à faire miséricorde, à se demander pardon. Pour vous, en fait, au-delà de ça, qu'est-ce que vous apprenez plus particulièrement, ou quelle sagesse tirez-vous pendant cette période si particulière? On a réussi à instaurer des temps de prière ensemble. Donc on prie le chapelet, c'était quelque chose qu'on faisait déjà avant le confinement à Little Eden. Et quand on est rentré en confinement, on a continué à prier le chapelet ensemble tous les jours à 12h30. Donc ça, c'est une vraie force parce que ça nous rattache aussi à Little Eden et à notre paroisse avec qui on participe à une chaîne de prière en 24 heures. Et par rapport à ça, on a une petite anecdote. Il y a quelques semaines, il y a un résident qui, dans sa prière, a dit « Jésus, viens nous chercher, vite, très vite. Amen. » Voilà. Donc ça nous a bien fait rire intérieurement. On a prié pour que ça soit pas trop bientôt non plus. Mais voilà, c'est pour montrer qu'ils ont une grande sensibilité à la prière et qu'ils n'ont pas du tout peur de la mort. En fait, ils ont... Et justement, donc ces enfants, sur la vidéo, on voit qu'ils sont pas autonomes, ils ont besoin d'une présence qui est presque constante, je dirais. Quelles sont les conséquences de la situation actuelle sur ces personnes? Il n'y a pas beaucoup de conséquences dans le sens où ils reçoivent tous les jours les soins quotidiens. Ils sont nourris, ils sont lavés. Donc voilà, ils ont tous ces soins-là parce que les aides-soignants continuent de venir travailler. Après, ils ont beaucoup moins de stimulation parce que les thérapeutes ont arrêté leur travail. Donc, ils ont quand même moins de groupes de stimulation ou bien de stimulation individuelle. Ensuite, il faut savoir que quand même, si on a fait appel à nous dans cette mission, c'est parce que de base, le centre ne pouvait pas payer plus de thérapeutes, plus de rééducateurs. Donc, il n'y avait pas beaucoup de stimulation et d'animation à part celle que nous, on peut faire. Moi, je voulais préciser autre chose, c'est pas seulement des enfants. En fait, ils arrivent quand ils sont mineurs, en général entre peut-être 8 et 10 ans. Mais il y a des plus jeunes qui ont 3 ans. Et après, ils vivent toute leur vie. À Little Eden, du coup, il y a autant d'adultes que d'enfants. Parce que ce sont des personnes qui n'ont plus de famille. Comment ça se fait qu'elles restent là toute leur vie finalement? C'est pas forcément qu'ils ont plus de famille, mais c'est une maison d'accueil en fait. C'est un foyer de vie. Donc une fois qu'ils ont une place à Little Eden, ils restent pour toute leur vie. Et justement, en tout cas en France, dans les EHPAD, les visites sont interdites pour protéger les personnes âgées qui sont plus fragiles. Là, vous êtes en contact avec des personnes qui sont très fragiles. Est-ce que pour les personnes qui ont encore leur famille, les familles peuvent toujours venir ou est-ce que les visites sont suspendues? Alors les visites sont complètement arrêtées parce que les déplacements ne sont plus autorisés à part pour travailler ou pour faire ses courses. Donc les visites autant familiales ou des donataires, des parrains, des résidents sont suspendues pour l'instant.
Est-ce que vous arrivez à trouver des solutions pour pallier à cette absence? Parce que, en tout cas, en France, on a beaucoup de reportages concernant ces personnes qui sont vraiment isolées et seules et qui souffrent de cette solitude. Comment les enfants et les résidents adultes le vivent? Alors, c'est une des raisons pour lesquelles on continue de travailler. C'est justement parce qu'on a une présence auprès des résidents. Voilà, ils sont habitués à nous voir, ils sont habitués à faire des activités avec nous. Donc, c'est pour ça qu'on continue de travailler pour qu'il y ait encore cette présence, qu'ils ne sentent pas un énorme bouleversement dans leur quotidien. Ils n'ont pas de notion du temps. Donc je pense que, c'est peut-être un grand mot, mais il y en a beaucoup qui ne se rendent pas compte que leur famille n'est pas venue récemment, ou même ils n'ont pas de visite tous les mois. Donc pour l'instant, je pense que ça n'a pas eu de grand impact. Ouais. Et par rapport à la maladie, par rapport au Covid-19, est-ce que vous avez des peurs particulières pour les résidents qui sont assez fragiles? Oui, on a peur, c'est vrai, parce qu'il y en a beaucoup qui ont des problèmes de respiration déjà, donc ils doivent avoir de la kiné respiratoire. Donc c'est vrai que ça nous fait peur parce qu'on sait que cette maladie peut avoir des symptômes très importants et peut être très sévère. On a peur parce qu'il y a beaucoup de résidents et qu'on ne peut pas plus les protéger qu'en faisant attention avec nos comportements. Donc c'est pour ça qu'on essaye d'être très rigoureuse. Et on a peur également pour nos collègues parce qu'ils vivent dans des townships, donc dans des situations assez pauvres, précaires. Et malheureusement, ils doivent prendre des transports en commun. Et on sait bien que c'est dans ces situations-là que le virus peut se transmettre. Voilà, on a peur qu'ils soient malades eux aussi pour leur famille et qu'ils contaminent les résidents en continuant de venir travailler. Face à ces craintes, en fait, moi je repense à la phrase fétiche de Fidesco qui est « Va, rends les autres heureux et tu connaîtras la joie ». Est-ce que, face à toutes ces craintes, est-ce que c'est vraiment possible de rester dans l'espérance, de continuer à rendre les autres heureux et de connaître la joie malgré un tel contexte ? Oui, c'est possible parce qu'on s'aperçoit que quand on est trop anxieuse, quand on est vraiment dans la peur, en fait, on se rend compte que ça ne nous aide pas du tout à vivre au quotidien et à aller travailler justement avec cette joie de la mission. Donc justement, on essaye de changer nos regards et de rester dans cette optique de joie et de mission. C'est accepter justement de notre impuissance par rapport à la situation. C'est accepter de rester humble et au service en faisant ce qu'on nous demande. On est bien aidé par nos collègues qui sourient tout le temps, donc parfois on se demande qui rend l'autre heureux. Quelle est la première chose que vous ferez quand le confinement sera terminé ? Alors, quand le confinement sera terminé et qu'il n'y aura plus de risque de transmettre le virus, on va se serrer très très fort dans les bras. Et faire une grande fête de retrouvailles. Voilà. Et danser avec nos amis, avec nos collègues. Voilà. En attendant le déconfinement, il y a une mode actuellement, vous avez peut-être vu sur les réseaux sociaux, qui permet un peu de garder un lien social et de rester dans la joie. Ce sont les concerts confinés où on voit des chorales, tout est monté et en fait... il y a un concert à l'écran. Est-ce que vous pourriez nous chanter une chanson que vous avez l'habitude de chanter à Little Eden ? Alors, on va pas pouvoir la chanter parce que c'est assez difficile et puis on n'a pas un super accent dans les langues locales. Mais on va vous passer une musique qu'on aime beaucoup. C'est une musique de mariage et les résidents adorent. Et ça les fait beaucoup rire quand ils nous voient commencer à danser. Ils se mettent à crier, à hurler de joie. C'est assez rigolo. Donc, je vous passe cette musique. Coco, Nazareth, Alléluia, Christina, voilà, c'est un petit extrait. Ah, génial! Merci les filles! Il va s'étendre. C'est bon.
On va se quitter sur ces belles notes sud-africaines. Merci les filles de nous avoir fait partager votre quotidien. Avec grand plaisir. On vous souhaite de pouvoir très vite faire des gros câlins à chacun des résidents. Oh oui. Et à nos collègues. Et à vos collègues. Pour tous ceux qui nous écoutent, je vous dis à vendredi prochain pour un autre podcast. Alors je vais vous faire un peu de teasing. Je vous emmène visiter un continent sur lequel on n'est pas encore allé en podcast. Donc si vous les avez tous écoutés, je pense que vous avez déjà la réponse. Sinon, je vous laisse cogiter. Je vous souhaite une bonne semaine et surtout, pour la dernière ligne droite, restez chez vous.